c'est irrespirable. Alors, si à l'hôpital on peut pas respirer, on est foutu, quoi. Vous savez, c'est chez Nietzsche, il y a la force vitale. La force vitale. Moi, ce que je cherche dans ma vie, c'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon sauveur. Le reste, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je sais qu'il va falloir que j'ai un suivi et tout, mais juste moins se centrer sur la psychiatrie, quoi, parce que, À partir du moment où ça va bien, qu'est-ce que tu vas bouger le traitement? C'est justement là qu'il faut laisser le traitement, espèce d'idiot de psychiatre Ok, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Bonsoir. Ah, ça marche très bien. Bonsoir, bonsoir. Stéphane, le responsable de ce lieu magique, est coincé dans le métro, donc on va se présenter tout seul. Moi, je suis Nicolas Chedivet, le réalisateur du film. Et voilà Linda de Zitter. Linda a travaillé tout au long des 3 films à mes côtés. Elle travaille dans le secteur psychiatrique Paris-Centre, comme psychologue clinicienne et psychanalyste, cofondatrice de l'Adamant avec d'autres. Et voilà, on a beaucoup parlé tout au long de cette triple aventure. Je sais pas, c'est peut-être un peu difficile de prendre la parole après ce film, on est un peu sous le coup. J'ai une petite question. Allez, on y va. Est-ce que vous les avez filmés dans l'ordre où on les voit, les films? C'est-à-dire sur l'Adamant d'abord, puis celui-ci, puis celui de 21h ou pas? Oui, un peu, oui, c'est un peu comme ça. Enfin, plus proche. Quand je suis monté à bord de l'Adamant pour tourner ce film, j'avais l'idée de faire un film, l'Adamant. Et l'idée de ce film-là, de même que l'idée du troisième, ces 2 projets ont surgi en cours de route. C'était absolument pas prévu. J'ai commencé par souhaiter juste un peu élargir le cadre, c'est-à-dire l'Adamant, c'est un lieu quand même très très particulier, assez exceptionnel de par son emplacement sur la Seine, sur un bâtiment flottant, la proximité de l'eau, c'est des très beaux matériaux, c'est un très bel endroit. Et j'ai pensé, au bout d'un moment, alors que j'étais en train de tourner ce film, j'ai pensé que si je m'en tenais à ça, on allait... on ne comprendrait pas, en fait, qu'il y a un envers, qu'il y a un contre-champ, que c'est un lieu qui fait partie d'une structure plus vaste, le pôle psychiatrique Paris-Centre, donc plusieurs structures qui sont reliées les unes aux autres, qui sont dans ce secteur qui comprend 2 CMP, les unités hospitalières que vous venez de voir, un centre de crise, etc. Il y a une circulation. Les patients circulent. Un patient peut être le matin en consultation au CMP, l'après-midi sur l'Adamant pour un atelier, tel autre est hospitalisé mais vient quand même de temps en temps à l'Adamant quand il s'en sent la force. Bref, je voulais élargir un peu le cadre, montrer quelque chose de ça. Mais dans un premier temps, je pensais tout simplement intégrer quelques images de l'hôpital, peut-être montrer François, l'homme qui ouvre le film sur l'Adamant en chantant La bombe humaine, et qu'on retrouve là, il raconte
qu'il a jeté un vélo par le balcon. Je pensais que quelques-uns des personnages récurrents pourraient faire le lien. Hello. Salut. Bienvenue. Merci d'être là. Voilà, je pensais que quelques personnages, quelques protagonistes pourraient faire un peu le lien entre les différents espaces. Et finalement, assez vite, j'ai eu envie de faire plus que ça, de tourner tout un film à l'hôpital et de me concentrer, comme je l'ai fait, comme vous l'avez vu, sur ces entretiens et sur quelques réunions soignants-soignés. Le troisième film, La machine à écrire, l'idée est venue en parlant avec des soignants de l'Adamant qui m'ont raconté que régulièrement, ils allaient chez tel ou tel pour aider un patient quand il se trouve confronté à un problème domestique, quelque chose qui ne marche pas à la maison, une fuite, un meuble à monter, un objet cassé à réparer, voilà. Et je me suis... Voilà, donc ça s'est fait... Les films 2 et 3 se sont faits un peu en décalé. Mais c'est comme tu dis, complètement pris dans le tissu relationnel dans lequel tu as filmé ton tournage. Parce que ce que tu dis de cette idée de circulation, on l'entend. C'est présent sur l'Adamant dans les paroles. Oui. Mais au fond, tu résistais un peu à cette idée. Et dans ce film-là, on entend beaucoup parler de l'Adamant. Voilà, voilà. Qui est-ce qui l'a vu, l'Adamant, d'ailleurs? Ah oui. Parce que tu résistais un tout petit peu à cette idée d'élargir. Et au fond, c'est quand même le fait que tu as été pris dans une relation assez forte avec certaines personnes que tu as filmées sur l'Adamant. Oui. François, à qui tu as rendu visite à l'hôpital, oui, une fois, 2 fois, et puis tu t'es dit, il faut que j'y filme. Oui. Ça s'est fait comme ça. Oui, oui. Ça s'est vraiment fait. Oui, je me demandais parce qu'en fait, on voit ces échanges avec le soignant, le soigné, les groupes de parole. Et on a l'impression que la caméra, elle est posée là, mais comme si elle s'était faite toute petite, que la parole est très libre. Et je me demandais effectivement, là vous parlez de François, s'il avait fallu établir une relation avec les patients, ou comment, voilà, comment il se fait que, voilà, qu'on a l'impression que la parole est vraiment libre des gens qui parlent. Je ne suis pas... Je suis pas tombé sur les patients ni sur les soignants comme ça de but en blanc d'une manière brutale et brusque. J'ai noué des liens avec certains patients, avec l'équipe soignante, mais pour autant c'est pas si long que ça. J'ai pas passé des semaines et des semaines. Quelquefois ça va vite, vous savez. D'abord en psychiatrie comme ailleurs, quand on vient quelque part avec une caméra, il y a des gens que la caméra intimide, il y a des gens que la caméra peut effrayer, mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent magnifiques, qui ont spontanément envie de s'emparer de la perche qui leur est tendue, pour dire quelque chose, pour témoigner, Ça, vous l'avez vu d'ailleurs sur l'Adamant. Oui. Catherine, qui demande l'atelier, d'animer un atelier. Elle a saisi sa chance ce jour-là, oui, alors qu'elle jouait avec cette idée depuis un petit moment. Oui, comme si la caméra, au fond, faisait surgir des choses. Et mon travail, c'est celui-là, c'est d'essayer de faire que des choses puissent surgir, au fond, que les personnes que je suis venu rencontrer aient envie de nous donner quelque chose. Et c'est ce qui se passe ici. Alors j'ai un peu choisi, parmi les patients, j'ai filmé de préférence celles et ceux avec qui j'avais un lien, un peu de connivence. Il y a des personnes que je n'ai pas souhaité filmer, qui me semblaient trop peu présentes, si j'ose dire, pour comprendre pleinement les enjeux du film. Il y a des gens qui étaient très, très délirants. Après, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans la tête des gens, mais quand même, il y a des patients qui me semblaient
au fond, je me disais, il faut que celles et ceux que je filme soient pleinement conscients de ce qu'on est en train de faire. Qu'ils ou elles comprennent les tenants et aboutissants du projet. J'explique toujours que c'est un film pour le cinéma, donc on les verra sur grand écran, puis à la télé, puis en DVD, enfin, etc. J'inverse un peu la chronologie des médias. Le DVD vient avant la télé. Mais faut expliquer tout ça pour que les personnes qu'on sollicite puissent accepter ou refuser la caméra en pleine connaissance de cause, tout simplement. Ça implique un rapport éthique à celui que tu filmes, parce que du coup, tu veux qu'il soit pleinement conscient du projet. Ça implique aussi un rapport au spectateur, parce que tu veux pas le prendre en otage. Oui. Et que du coup, ce que tu évites, c'est la spectacularisation de la folie. Oui. Est-ce qu'il y a, en particulier dans ce volet-là, des gens que tu avais filmés et que tu aurais vu aller plus loin que ce que tu imaginais et que du coup tu aurais retiré pour ces raisons-là? C'est-à-dire... Alors, il y a des personnes qui sont rentrées dans le champ de la caméra parce qu'ils ou elles avaient envie d'en être et qui sont venus, je le dis un peu comme ça, mais c'est pas très élégant, mais il y a des gens qui sont venus faire un peu un numéro devant la caméra, qui étaient très très exaltés, qui étaient très très délirants, et voilà. Et il m'est arrivé de continuer à filmer ces personnes-là, je dirais, sachant pertinemment qu'il y avait bien peu de chances que je garde la scène, mais pour ne pas les froisser. Parce que tout d'un coup, arrêter de filmer ou faire semblant de filmer, ça va pas. Continuer à filmer, sachant qu'après, il serait toujours temps de parler avec elles, avec eux, et d'expliquer un peu les choses. Quand les gens vont mieux, on peut expliquer aussi. Il y a des moments, il faut trouver le bon moment. Du coup, par rapport à ça, quel est le rôle de Linda dans ce dispositif? Je dis ça parce que je ne savais pas comment te présenter ce soir. Linda, tu as un rôle au générique. Je suis une complice à la réalisation. Et oui, ça sonne un peu équivoque, c'est vrai. Disons que depuis le film La moindre des choses, un précédent film en psychiatrie de Nicolas Philibert, nous voisinons dans la vie, dans le travail. Et je crois qu'avec ce triptyque, puisque c'est le champ dans lequel je travaille, et cette aventure cinématographique, ça se déplie encore différemment. Alors on a regardé les rushs, on a beaucoup parlé, je suis sur le terrain. Parce que tu les connais, ces patients, toi. Absolument, absolument. Absolument. Du coup, vous parliez aussi, si j'ose dire, du casting, c'est-à-dire du choix privilégié de tel ou tel patient par rapport à l'antériorité qui était la tienne? Non, pas trop, je crois. Enfin, moi, c'est moi qui ai choisi de filmer tel ou tel, mais après, on pouvait en parler. Absolument. Mais c'est un peu en fonction des liens que j'ai établis moi. Voilà, donc... Oui, il est arrivé que moi je puisse problématiser les choses, ou toi complexifier une idée, voilà, des choses comme ça. C'est plus comme ça. Des choses qui s'aiguisent et qui s'affinent, mais le choix appartient bien à Nicolas, à Nicolas Philibert. Ça passe par mon lien aux personnes qui sont là, au fond. Ce soir. C'est pas un casting ex nihilo comme ça, si j'ose dire. Vous avez évoqué La moindre des choses. C'est le premier film de vous que j'ai vu. Oui. Et donc c'était à la Borde. Oui. Et là, c'est dommage, je ne pouvais pas faire l'expérience puisque je venais voir un film de vous, mais les premières images, donc les deux personnages qui sont assis, qui regardent les vues de l'hôpital filmé par le Brome. Oui.
mais ils sont installés devant un arbre, enfin, sur le fond, c'est de la nature. Oui. Et je me suis dit que si j'avais pas su que c'était un film de vous, j'aurais tout de suite compris que c'était vous qui aviez filmé. Parce que vous filmez le vent dans les arbres d'une manière très, très, très repérable. Alors, au-delà du fait que, effectivement, la Borde, c'est un peu le lieu de mes racines, à moi. Enfin, pas le château de la Borde, mais l'environnement, la Sologne, le Blésois et tout ça. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était votre marque de fabrique. Mais pourtant, c'est pas moi qui ai placé les personnes à cet endroit. Hein. Filmer les gens là, ces personnes là où elles étaient, tout simplement. D'autre part, madame, vous êtes venue il n'y a pas très longtemps au château, non pas au château, mais à la Parole errante, là pour, c'était le centenaire de la naissance de Guattari, je crois. Ah donc, oui, absolument. On avait beaucoup parlé de la Borde. Oui, absolument. J'ai raconté ma rencontre avec Félix Guattari. Absolument. Bon, merci beaucoup. Oui, c'était une réflexion personnelle sur ce que je regardais. Je me disais que c'était formidable comme en regardant vos deux films, parce que j'ai vu le précédent sur l'Adamant et puis celui-ci ce soir. J'ai hâte de voir le troisième, mais ce ne sera pas ce soir parce que c'est un peu trop tard pour moi. Mais je me disais que la dimension de la chronicité des troubles psychiques et également, je veux dire, tout le travail qui peut justement se faire, à quel point, je veux dire, vous le montrez sans académisme, sans vouloir démontrer quoi que ce soit. Et aussi, du coup, ça permet de mettre, je trouve, en exergue toute la créativité que l'on peut développer pour justement cet accompagnement dans la chronicité de cette maladie. Et donc déjà, bon, je voulais vous en remercier parce que c'est rare que ça soit montré et parlé de cette façon-là. Et d'autre part, je voulais savoir, là c'est plus une question, je voulais savoir si les personnes qui sont dans le film ont vu eux-mêmes le film et ce qu'ils ont pu en dire. On a organisé, bien sûr, une projection dans une salle, oui, du film, pour celles et ceux qui ont participé à toute cette aventure. Beaucoup sont venus, quelques personnes, on n'a pas pu les joindre parce qu'il y a des patients qu'on a perdus de vue. Quelques-uns ont préféré attendre un peu, le voir plus tard, ne souhaitaient pas se voir trop vite dans ce contexte-là. Mais une grande majorité des personnes filmées ont vu le film, et au-delà, le personnel d'Esquirol, enfin des deux unités en tout cas, l'équipe de l'Adamant. C'est difficile de généraliser. Je pense que les spectateurs du film, quels qu'ils soient, y compris celles et ceux qui ont participé à l'aventure, sont un peu sous le coup parce que le film a un côté éprouvant par certains côtés. On est un peu secoué par ce film, par ces témoignages, par cette souffrance. On est en même temps ébloui bien souvent par la lucidité des personnes qui s'expriment, qui parlent de leurs difficultés, de leurs troubles, comme peut-être aucun autre ne sait le faire mieux qu'eux. C'est un peu tout ça, et les patients et les soignants ont exprimé leur... Moi, je suis allé plusieurs fois par la suite à la rencontre des uns et des autres sur l'Adamant. J'ai passé 2 heures pour accueillir les commentaires des uns et des autres, à l'hôpital aussi, dans un des CMP du pôle Paris-Centre. J'ai fait 3 fois 2 heures. Oui, tu as été invité 3 fois, oui. Alors que pour Sur l'Adamant, tu as été invité 1 fois.
ce qui signale aussi qu'on avait besoin de partager, oui. Et de questionner, et de parler avec toi de tes choix. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont pu dire que c'est un film sur l'enfermement, sur l'aliénation, mais pas que celle des patients. Il y a des personnes qui ont pu dire aussi combien, même si c'est difficile, combien c'est important, parce que ce film, je ne sais plus les mots exacts, mais ce film montre quelque chose qui est attaqué et qui peut disparaître. Le temps pour la parole et le psychique. Hein. Et que ça, c'est très important pour beaucoup d'entre eux, cette dimension politique. Il y a quelqu'un qui a utilisé le terme caméra émancipatrice. J'ai trouvé ça joli aussi. Voilà, mais il y a un après-coup, ça fait que 2 semaines que le film est sorti. À peine. Donc il y a aussi des patients qui ont découvert leurs copains différemment, avec une parole qu'ils ignoraient, en disant bah, dis donc, waouh, enfin, des choses comme ça. Donc très, très fort, très fort. Mais évidemment, il y a des personnes qui ont choisi de ne pas se confronter à ce moment d'hospitalisation, qui ont dit bon, on fait confiance à Nicolas, mais on ira le voir plus tard. Il y avait un patient pour la projection au Méliès sur la projection de la maman. Les interventions ont été particulièrement remarquables. Frédéric. Oui, Frédéric. Je glisse une question avant de passer la parole. La presse a beaucoup été frappée par le fait que c'était aussi vraiment un hommage au personnel. Est-ce que tu étais conscient de ce retournement, si j'ose dire, de la caméra, pour aussi vraiment accueillir ce travail-là, cette parole-là, tout autant que la parole... Et comment, puisque j'ai choisi d'emblée de faire du chant contre chant, de filmer ces entretiens à 2 caméras, pour ne pas avoir à gesticuler pendant les entretiens. Donc on avait ces 2 caméras, un sur chacune des personnes de ce face-à-face. On était 3 en fait. Quelqu'un prenait le son et on était 2 à filmer. Et d'entrée de jeu, j'ai souhaité montrer et cette parole et la manière dont elle est accueillie, comment elle est, ce travail délicat des soignants qui exige beaucoup d'attention, beaucoup d'implication. C'est quelquefois, il faut trouver le bon mot dans certains cas. Enfin, oui, et c'était pour moi vraiment un choix de départ essentiel. De même, ces réunions soignants-soignés qui viendraient un peu rompre je dirais, ici ou là, ces entretiens pour amener une autre dynamique, au fond, une parole très sans doute plus libre, c'est des moments toujours très différents, ces réunions. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Mais c'est des moments que j'aimais beaucoup parce qu'il y a une circulation, une liberté de parole. On parle de ce qui ne va pas à l'hôpital, on parle de ce qu'on veut, au fond. Si un patient a envie d'amener un sujet, ça sera repris par l'ensemble et c'est des échanges importants. Et puis c'est dans un espace qui est aménagé par les patients et les soignants. Oui. Prendre soin des plantes, ça modifie l'ambiance dans cet hôpital. Oui. C'est un espace chaleureux. Oui. Et du coup, c'est aussi des temps de respiration. Hein. Laurent qui dit il faut qu'on respire, il faut de l'ailleurs. Et bien ça en fait partie, quelque chose dont on prend soin ensemble et qui colore. Il y a du café, des une bibliothèques, des fauteuils. C'est un coin un peu sympa dans cet endroit. Merci beaucoup pour vos films, merci pour cette bouffée d'ouverture. J'avais justement une question. Sur l'Adamant, il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on a vu dans ce film. C'est des interruptions de séances d'entretien, des téléphones, des patients qui hurlent qu'on va voir. J'imagine que c'est aussi lié à milieu hospitalier. J'imagine que c'est aussi une volonté de votre part de montrer aussi peut-être la réduction des moyens ou je ne sais pas, quelque chose d'assez spécifique.
la réduction des moyens, elle est surtout audible et perceptible à travers quelques patients. Je pense à cette jeune femme qui dit qu'elle ose à peine déranger les infirmiers parce qu'ils sont débordés et que les psychiatres courent tout le temps, etc. Et en effet, c'est important que cette dimension-là, vraiment qui caractérise la psychiatrie publique aujourd'hui, l'abandon, l'effondrement dans lesquels elle se trouve soit présente. Mais j'ai pas cherché pour autant à faire un film qui serait, je dirais, du début à la fin dans cette dénonciation-là, parce que je pense que aujourd'hui, maintenant, on le sait. On sait tous que l'hôpital va mal, on sait tous que notre système de santé va mal, les urgences, c'est la catastrophe, la psychiatrie, c'est la catastrophe aussi. Donc, au fond, faire un film qui viendrait dire et redire cette même chose ferait plaisir aux spectateurs, pourrait faire plaisir, pourrait conforter les spectateurs dans cette idée, ah oui, bien sûr, etc. Mais moi, j'ai envie de donner au spectateur autre chose, de l'amener à, d'abord de lui donner à entendre la parole des patients, qui est une parole qu'on entend beaucoup moins, qu'on n'entend jamais. Ces personnes sont toujours marginalisées, invisibilisées, et en priorité, j'avais envie de donner à entendre leurs paroles, d'effacer, d'estomper certains clichés au passage, de montrer des gens souvent intelligents, souvent cultivés, intelligents, cultivés, lucides, en tout cas sur leur propre situation, des gens hypersensibles et très touchants, et qui ne sont pas ceux que certains grands médias campent sous les traits de gens possiblement dangereux, etc. Ça arrive, mais voilà. Moi, je veux bien ajouter quelque chose par rapport au fait qu'en effet, on voit des séquences où le téléphone sonne, la personne est suspendue, les cris, la personne reste seule dans l'entretien. Et pour moi, c'est des moments qui rendent vraiment visible combien l'écoute porte quelqu'un à se lever, à se relever. Et qu'à un moment donné, l'autre part, est-ce qu'il m'écoute vraiment? Ça chute, quoi. Tout d'un coup, et on voit ça dans l'image. Je trouve que c'est d'une force, parce qu'on ne se rend pas toujours compte que écouter, c'est offrir un site d'accueil à quelqu'un. Bon, on voit dans le film aussi qu'il ne suffit pas d'écouter pour entendre. Mais bon. Par rapport au fait qu'on entend des paroles en fait, dans lesquelles on peut se reconnaître, et que les frontières entre ce qui relève d'une pathologie, ou ce qui relève de la souffrance, ou ce qui relève de la normalité, de la dureté de l'existence, ça se floute dès qu'on porte attention, non pas aux représentations, mais à ce que les personnes ont à dire de leurs conditions d'existence, quoi. Et vous en avez très bien parlé à l'instant. Merci, une deuxième fois. Non, moi j'ai le sentiment que le film porte sur... C'est un film qui va au-delà de la psychiatrie, si j'ose dire, parce que en creux, c'est un film qui parle de notre monde, de notre société, du monde dans lequel on vit, de plusieurs façons. Ici, les questions de la guerre en Ukraine, là, de l'amiante ou du plomb dans les peintures, là, du travail, de la citoyenneté. Je pense à cet homme qui voudrait payer des impôts pour... il est question de l'éducation nationale, de la refonte du système éducatif. Du système éducatif. Et oui. Et ce que dit cet enseignant, dans une classe.
C'est pas du tout insensé. Mais en effet, sa description d'un conseil de classe, ça fait froid dans le dos. Oui, bien sûr. Ça parle de nous, au fond. Hein. Et comme vous dites, cette frontière, soi-disant frontière entre eux et nous, elle est ô combien, si elle existe, elle est ô combien poreuse et floue et perméable. Ça se voit tout autant, mais peut-être encore plus dans le 3e épisode. Je dis ça, c'est un teaser. Mais de fait, je me reconnais dans plein d'endroits. Je voulais vous demander si c'était un choix délibéré de terminer sur la séquence qui, moi, m'a paru la plus cruelle. Oui, parce que d'abord, j'avais très envie de garder cette séquence, cet entretien avec Laurence, cette femme avec qui je parlais beaucoup. Et je n'imaginais pas la mettre ailleurs qu'à la fin, parce que c'est un moment si fort et si poignant que tout autre entretien après serait un peu fade, qu'on le veuille ou non. Donc, soit je ne mettais pas la scène, soit si je la gardais, c'était vraiment le dernier entretien, oui. Merci. Je sais que c'est difficile aussi pour le spectateur. Le film se termine sur une note particulièrement... En même temps, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui est un peu un cri de vie, oui, parce que d'abord, il y a cette... il est question de tout d'un coup, il est question de son opération à venir, la cataracte, pour pouvoir lire. Et puis la voilà qui parle de la lecture. Elle a découvert le marquis de Sade. Par parenthèse, il a passé je ne sais combien d'années à l'hôpital Esquirol. Voilà, donc il y a quand même... et puis pour moi, c'est tellement beau ce moment où dans un silence, elle dit « Je vous remercie de vous occuper de moi ». Alors que dans la séquence précédente, elle le rudoie un peu. Hein. Oui, là, tu ne nous épargnes pas non plus la peine de vivre et le mal de penser. Oui. Tu nous laisses seuls avec ça. Merci beaucoup pour le film. Donc, vous avez il y a la parole, il y a les médicaments, il y a justement cette femme et puis on en parle aussi un petit peu au début, les câlins. Oui. Quelle est la place des câlins? Non mais c'est pas neutre de l'avoir laissé, de l'avoir mis dans le film. C'est frappant, et c'est frappant aussi dans les EHPAD, la place des câlins, ces gens qui sont tout seuls. Et normalement, alors il y a des infirmiers qui normalement ont ce rôle-là, mais ils sont tellement, ils courent partout, etc. Voilà, moi j'étais très très sensible à ça, les câlins. Les câlins, prendre la main, prendre dans les bras. Les psychiatres ne touchent pas les patients, jamais. Enfin, je ne sais pas si ça existe, mais... Bien sûr que ça existe. Il ne faut pas oublier que là, une partie du film est quand même tournée période post-Covid encore. Hein. Il y a ça, mais vous avez raison. Il y a cette application de la règle avec la névrose. Il ne faut pas toucher parce que ça pourrait érotiser, etc. Et on va appliquer ça à la psychopathologie et à des situations quand même de détresse extrême. Donc ça, c'est une aberration. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut se défaire de ça. Et ça ne va pas de soi. Mais Laurence nous rappelle, est-ce que je suis encore suffisamment humain pour que vous vous intéressez à moi et pour que vous vous mettez en lien avec moi? Et ça passe certes par les paroles, mais aussi par le contactuel. C'est par le contactuel qu'on vient dans la vie. On est tous venus par là. Et ben c'est cette dimension-là première qui peut aussi restaurer quelque chose. Et bon, ça va pas de soi. Ça va pas de soi avec... certains corps, avec certaines personnes qui oui, je trouve que le film en creux est aussi un film critique sur la psychiatrie, sur une psychiatrie qui ne réfléchirait pas sur elle-même.
Hein, c'est-à-dire que si on ne réfléchit pas un tout petit peu à notre propre dispositif, ben on va passer à côté d'un tas de choses. Et là, Laurence nous rappelle, tiens, bah oui, hein, se prendre la main, c'est drôlement important. Et toucher, heureusement, il y a des soignants qui sont plus tactiles que d'autres. Hein. Mais c'est même essentiel, vous avez raison. Il y a des ateliers autour du corps. Hein. C'est vrai qu'on est en plein Covid. Oui, quand même. Donc, ce qui est pas simple, parce que le cinéma, c'est quand même des visages. Mais bon, les patients, ils se les mettent. Par chance... Ils s'en débrouillent très bien. Je termine par une question qui rebondit sur un débat qu'on avait eu hors champ sur l'Adamant. Parce que on avait parlé du livre de Jean-Louis Comolli sur le film qu'il t'avait consacré. Et en fait, l'entretien que j'ai lu en dernier m'évoque vraiment ce livre-là que j'ai trouvé formidable. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir recommandé, j'adore ce livre. Parce que tu dis que la parole, en fait, n'est pas si bien considérée que ça dans le champ documentaire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Alors, pour le coup, tes films sont très largement, en tout cas ce triptyque-là, fondé sur la parole, et ça fera le lien avec le film suivant. Qu'est-ce qui fait que cette question-là, de l'enregistrement de la parole, est, à tes yeux, et à ceux de Jean-Louis Comolli, d'évaluer et considérée comme peut-être moins intéressante que d'autres formes de documentaires, parfois mal identifiées d'ailleurs? Ben je dirais c'est un reflet de l'époque d'aujourd'hui où j'ai le sentiment que aujourd'hui, je dirais tout le monde parle mais plus personne n'écoute. Enfin, plus grand monde n'écoute. On est dans un monde où chacun soliloque, parle à son doudou, son téléphone, les gens marchent comme ça. Hein. On ne regarde plus beaucoup autour de soi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, et dans le cinéma. Alors, ne parlons pas de la parole à la télé. Enfin, parlons-en une minute pour dire que elle est écrasée tout le temps. C'est-à-dire qu'un plateau télé, il est rare qu'une personne puisse terminer une phrase. On est coupé constamment par les animateurs, dont c'est le rôle de couper, de saccader. Les émissions de plateau, c'est des plans de 2 à 3 secondes, plan large, plan serré, plan tac, 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 ça bouge tout le temps. Moi, j'ai, au fond, filmé ça autrement, très, très simplement. Et puis, le cinéma est bien souvent porté sur le faire, l'action, que sur la parole, me semble-t-il, mais il y a heureusement des exceptions, etc. Mais la parole, le cinéma fondé sur la parole, il est aux yeux de certains un peu ringard, un peu... Bon, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est quand même, me semble-t-il, assez vrai, ça. Mais tu dis aussi que pour toi, filmer la parole, c'est aussi filmer les silences, les mimiques, les gestes. Ben, c'est tout ce paysage-là, quand même. C'est ça qui est beau quand on filme la parole. C'est tout ce que... Filmer la parole comme ça, dans sa longueur, c'est ce qui permet de faire venir au premier plan tout ce que la transcription écrite évacue. Les mimiques, les silences, les gestes, les corps, les intonations, le timbre des voix, la musicalité d'une parole, le rythme des mots. Vous avez vu Monsieur Obadia, le premier personnage du film. Il lâche pas, il parle, il a plein de questions avant d'être largué dans un appartement partagé. Il a plein de questions à poser. Il les pose, et Monsieur Ruffinel qui vient après, c'est des longs silences, c'est des regards intenses, une pensée qui chemine dans sa tête, et Nietzsche, tout d'un coup, enfin, voilà, on est... Et le film joue de ça, joue avec ça. J'ai joué au montage, j'ai beaucoup me suis servi
de ces façons de parler, de ce rythme de la parole. J'ai joué avec au montage, bien sûr. Et, oui, je trouve ça bien que tu termines là-dessus, parce que en réalité, si certains films documentaires fondés sur la parole sont sous-estimés, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à entendre leur musique particulière. Oui. C'est-à-dire qu'on garde l'idée, il y a une expression d'ailleurs dans le champ documentaire, qui est des documentaires fondés sur les talking heads. Voilà. Et donc, du coup, tout ça s'est renvoyé dans une catégorie qui est la limite de la télévision. Voilà. Et donc, du coup, on va les éloigner et les écarter, alors qu'évidemment, il y a des types de films extraordinairement différents sur ce dispositif, et qu'il y a des cinéastes qui effectivement travaillent sur la rythmique propre du langage, sur les variations, sur la musicalité. Et si on le réduit aux talking heads, ben on n'entend pas ça, on ne voit pas. Et si on réduit la parole au seul sens, j'ose dire, on passe à côté de l'essentiel. Et autant lire un livre. Ouais. Pardon ? Et autant lire un livre. Oui, absolument, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous les deux. On se retrouve pour la présentation et la rencontre sur le profil. Et on salue la productrice Milena Paolo qui est présente au deuxième rang. C'est ici.